Bonjour et merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Décidément, rien ne se passe comme prévu ou comme on aurait pu l'imaginer pour la présidentielle de 2017. François Hollande a annoncé qu'il quittera l'Elysée en mai prochain, sans repasser par la case élection. Les jeux sont ouverts. À gauche du PS, Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré dès le mois de février sous la bannière de la France Insoumise. Une stratégie qui lui profite dans les sondages. Pour l'instant, il se situe d'ores et déjà au même niveau que lors de la présidentielle de 2012. Comment transformer l'essai? C'est son enjeu. Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce midi. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Et je me souviens qu'il y a quelques semaines, vous étiez inquiet parce que vous pensiez peut-être ne pas avoir vos parrainages pour être candidat. Vous en êtes tout du nombre de signatures nécessaires? Alors, il faut 500 signatures. 400, ça marche son petit chemin. Et maintenant que voici le soutien du Parti communiste et de quelques autres formations, je pense y arriver dans les prochaines semaines. D'accord, vous êtes maintenant rassuré. Mais jamais, mon cher, tant que la chose n'est pas faite, je ne serai pas et nous continuons le travail. Cette semaine, il y a encore des lettres qui arrivent. Vous savez, la vérité, c'est que ceux qui ont été les plus courageux dans cette histoire, ce sont les maires sans étiquette, parce qu'ils ont évalué que mieux valait que je sois présent à l'élection que j'en sois empêché. Il y en a beaucoup de maires sans étiquette qui vous soutiennent? Oui, beaucoup. C'est l'essentiel. Ceux qui, pas qui me soutiennent, comprenez-moi bien. Oui, non, mais c'est très important de le préciser. Candidat. Ils parrainent parce qu'ils se disent les maires qui sont dans des organisations politiques sont verrouillés parce que leurs chefs leur disent de ne pas le faire. Eux, ils ne sont verrouillés par personne, donc ils disent ça nous paraît normal que cet homme-là soit président, soit candidat à président peut-être, mais soit candidat à l'élection présidentielle, donc on lui permet de l'être. Alors François Hollande, lui, annonce sa sortie pour mai 2017. Manuel Valls se déclare prêt à être candidat. Le PS essaie... Oui, celui-ci a empêché celui-là, donc on va y revenir. Le PS essaie d'organiser sa primaire. La semaine a été très agitée, 3 temps forts. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Moi, 26 ans à ses côtés, je suis fier de ce qu'il a fait et de ce que nous avons fait. Il a pris là une décision qui, je crois, était sage, elle était difficile, mais réaliste et empreinte de lucidité. Elle dresse le constat qui est un échec patent. François Hollande ne peut plus se présenter, la réalité elle est là. Elle ouvre la voie au Premier ministre qui avait jusqu'ici beaucoup joué des coudes pour en arriver là. Manuel Valls apparaît comme le dauphin naturel du président qui a renoncé. Nous devrons défendre le bilan. Nous devrons défendre cette action. Et je le ferai. À 5000 km de là, le président non candidat enchaîne les cérémonies protocolaires. Mon action comme président de la République est d'abord une action de protection. À Paris se tient aujourd'hui la Convention nationale de la Belle Alliance populaire en vue de la primaire à gauche. Je lance un appel à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon. Rejoignez la primaire de la gauche. Il manquait aujourd'hui sur la tribune de nombreux ténors du PS et les principaux candidats à la primaire de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, vous venez d'entendre l'appel vibrant de Jean-Christophe Cambadélis qui vous dit une nouvelle fois « venez à la primaire de la gauche ». Quand vous entendez ça, vous dites non encore et toujours. Mais ce n'est pas la primaire de la gauche, je vous prie de bien vouloir l'admettre. C'est la primaire du Parti socialiste, ils ont le droit de le faire. Et de ses alliés. Mais enfin, de ses alliés, quels alliés? Le Parti radical de gauche a son candidat à l'extérieur. Le Parti Europe Écologie Les Verts a son candidat à l'extérieur. Et qui plus est, M. Jadot, qui était un chaud partisan des primaires. Pourquoi vient-on me demander, à moi, de rallier cette primaire? Personne ne peut croire un instant que je vais y aller. On me dit, vous allez gagner. Ben, si j'ai gagné, il n'y a qu'à venir m'aider tout de suite. Mais je vais plus loin. Je vais aller à une primaire, et puis quoi? Supposez que je la gagne. Je vais empêcher le Parti Socialiste d'avoir son propre candidat. Je ne suis pas membre du Parti Socialiste. Je l'étais, je l'ai quitté. Ce n'est pas pour y retourner. Et puis eux, que vont-ils faire? Supposez qu'ils m'élisent. Alors ils vont tous devoir faire semblant d'être d'accord avec moi, alors que ça fait 5 ans que je leur dis que leur politique ne peut mener qu'à un désastre. Tout à l'heure, vous avez montré François Hollande renonçant à sa candidature. Mais d'abord, une candidature n'est pas un droit. Et il n'a pas renoncé, il a été expulsé de l'élection présidentielle. Il l'a été par ses propres amis qui ont tout fait pour l'empêcher d'être candidat. Par ses propres amis, vous visez quelqu'un en particulier, c'est Manuel Valls, j'imagine. Mais moi, je ne vise personne. Tous, enfin, écoutez, M. Valls était son Premier ministre encore à cette heure. Il a lui-même évoqué le fait qu'il pouvait être candidat contre M. Hollande. C'est bien qu'il le condamnait. M. Montebourg a été le ministre de l'économie de M. Hollande. M. Hamon a été candidat. Ils ont tous été membres de son gouvernement et tous
eux-mêmes ont conclu que c'était tellement désastreux qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Mais ça ne vaut pas amnistie pour eux, ils y étaient tous. Enfin, est-ce que vous ne croyez pas qu'ils pourraient tous se dire, on s'est tellement trompé, comment on saute un tour? Qu'ils fassent tous comme Hollande, qu'ils sautent un tour. Parce qu'aucun d'entre eux n'est crédible pour faire autre chose que ce qu'ils ont déjà fait. Qu'ils sautent un tour, qu'ils ont c'est-à-dire déjà fait est un échec. il faut quasiment qu'il n'y ait pas de candidat PS, c'est ça que vous voulez dire? Mais écoutez, c'est une figure... S'ils sautent tous un tour, il n'y a plus de candidat PS. Oui, bon, d'accord, ok. Bah, c'est ça que ça veut dire. Oui, voilà, vous avez raison, c'est ça que je propose. Mais bien sûr que non. Bon, Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je vous demande d'y réfléchir. Il n'est pas acceptable que continuellement on entende parler de cette primaire comme d'une primaire de la gauche. C'est une primaire du Parti socialiste. Au passage, quand même, le fait que François Hollande soit hors-jeu et se mette hors-jeu, celui que vous aviez appelé le capitaine de pédalo il y a 5 ans lors de la précédente campagne. Oui, on était en campagne et nous étions concurrents. J'étais donc habilité à faire de l'humour. Oui, mais vous auriez aimé le réaffronter. C'est pas mon sujet. Vraiment, j'ai pas envie de parler de ça. Pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si on continue à écouter ce qu'ils font et à être comme des lapins devant les phares d'un camion, nous ne ferons rien. Moi, je suis candidat depuis février dernier. Je le reste. J'affronte aujourd'hui, non pas l'un quelconque de tous ces personnages d'une comédie disparue. Si c'est Manuel Valls, ça change rien. Mon problème, c'est M. Fillon. Est-ce que vous vous rendez compte du fait que si je n'étais pas là, il n'y aurait personne pour faire campagne contre quelqu'un qui annonce tout à fait froidement au pays, et qui est bien placé dans les sondages, qui va supprimer la sécurité sociale, annuler la durée légale de l'heure du travail, etc. etc. C'est-à-dire un coup d'état social d'une violence dont le pays n'a jamais été témoin. Manuel Valls, il est courageux quand même quand il dit « je vais défendre le bilan de François Hollande ». Écoutez, c'est votre affaire de le trouver courageux. Ce n'est pas une affaire de prestance. C'est pas le sujet. Nos personnes ne sont pas le sujet. Ma personne n'est pas le sujet. C'est pas mon message, Jean-Luc Mélenchon. Mon message, c'est le programme L'Avenir en commun. Lui, quel est son message? Réfléchissez-y, puisque vous voulez à tout prix parler, sempiternellement, du PS et du corbillard qui l'accompagne. Puisque vous voulez. Regardez ces gens. Ils n'auront pas fini leur primaire avant la fin du mois de janvier. Vous êtes d'accord? Fin du mois de janvier. Il n'y a pas de programme du Parti socialiste pour la présidentielle. C'est son candidat qui va l'annoncer. Autrement dit, avant la mi-février ou peut-être la fin février, personne n'aura en main un document qui lui permet de savoir qui il compte élire comme président de la République. Ces gens-là comptent une fois de plus sur le fait que comme ils ont la bonne marque, ils auront la clientèle. Alors, pour ça. Non mais attendez, ça fait une différence et je demande qu'on la respecte. Je suis au travail depuis février dernier. Nous avons passé 8 mois à préparer un programme. Il est là. Il est déjà d'ailleurs en rupture de stock dans les librairies. Vous pouvez dire on aime ou on n'aime pas Mélenchon, mais du moins sait-on ce qu'il propose, lui et la France insoumise. Mais vous savez que en ce moment, le leitmotiv des Français, notamment, c'est on change tout. On voit bien ce qui s'est passé à la primaire de droite, notamment. Il y a vous qui restez finalement. On va en parler avec Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, qui est avec nous ce midi. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Vous êtes donc en campagne depuis plus de 10 mois, vous avez du monde dans vos meetings, vous publiez un programme, L'Avenir en commun, mais le renoncement de François Hollande change la donne, bouleverse votre calendrier, et notamment, elle peut peut-être donner un attrait à cette primaire socialiste que vous n'avez pas vu venir. Il y aura un nouveau candidat, peut-être des nouveaux candidats, il y aura peut-être des millions de personnes qui vont venir comme pour la campagne de la droite. Comment vous vous adaptez à cette donne ? C'est une campagne électorale, donc il faut en respecter toutes les figures. Il est normal que des points de vue différents se confrontent. Il est normal que cela passe par des procédures différentes. Je n'ai pas d'inconvénient à cela. La sortie de M. Hollande, je me permets d'y insister, n'est pas juste un mélodrame personnel. C'est un résultat politique. C'est le résultat du fait que... Mais il va y avoir des projecteurs sur cette primaire. Pendant 2 mois, on va parler de la primaire socialiste. Est-ce que ça, c'est pas un problème pour vous ? Mais tout est un problème. Qu'est-ce que vous changez ? Vous accélérez ? Mais attendez, ce n'est pas... Il ne faut pas penser une élection comme une séquence de communication. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les gens, croyez-moi, regardent avec sérieux. Il y a aujourd'hui peut-être 10 millions de personnes qui n'ont pas d'avis sur cette élection. Elles vont y entrer progressivement. Et elles vont y entrer, non pas par la fascination que tel ou tel pourrait exercer, mais par la confrontation des idées. Justement, on a demandé à des Français ce qu'ils attendaient maintenant que François Hollande se retire. Mais vous m'avez invité pour commenter le congrès du PS ou quoi ? Non, ça va parler de vous. Ah bon ? Je l'ai servi avec sincérité. Un président qui aura fait une campagne très à gauche et une politique qui leur a été beaucoup moins. Il nous a un peu monté nos impôts.
La gestion des attentats, très bien. De toute façon, c'est des choses difficiles à gérer. Il ne faut pas tomber dans le Hollande bashing absolu. Il y a eu des avancées sociales. Il y a la loi sur le mariage pour tous. Son impopularité, c'est ce qui l'a empêché de prendre des mesures, je pense, parce que dès qu'il essayait de faire quelque chose, il était bloqué. La déchéance de nationalité, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Plus la loi travail qui n'avait jamais été dans son programme, le recours au 49.3, tout ça, c'est... C'est vrai que la communication, il a fait des bêtises. Mais je veux dire, par rapport aux 10 ans de droite avant, laisse tomber. Je pense que l'image qu'il laissera par-dessus tout, déjà, c'est une image de sortie. Est-ce que la gauche existe encore ? On veut plus d'Hollande parce que c'est la social-démocratie. Valls, c'est pareil, si ce n'est pire. Être un peu partout, c'est être nulle part. Emmanuel Macron, pour moi, il est nulle part. Manuel Valls incarne davantage un héritage de François Hollande. Des gens qui ont une posture un peu plus centrale, en tout cas un peu plus consensuelle, comme Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, feront très certainement aussi des scores un peu plus importants. À part peut-être M. Mélenchon qui représenterait une vraie gauche aujourd'hui. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même une politique très tranchée, qui aura, je pense, du mal à rassembler au-delà de ses adeptes habituels. Cécile. Hors de la primaire socialiste, il y a aussi Emmanuel Macron. Dans le journal du dimanche, aujourd'hui, il fait un appel aux déçus du hollandisme et aux progressistes. Est-ce que vous n'êtes pas sur les mêmes plates-bandes ? Je ne sais plus quoi vous dire. C'est toujours les mêmes questions. Ça tourne en rond. Mais ce n'est pas une affaire de plate-bande. Monsieur Macron défend un programme d'inspiration essentiellement libérale. Il a le droit que les Français tranchent. Je défends un programme qui est essentiellement axé sur un modèle économique complètement alternatif qui est la transition écologique de l'économie, ainsi pour débarrasser le pays de l'agression contre la nature et de la division sociale dans les inégalités. Voilà, les Français vont devoir trancher. Arrêtez pardon, si je me permets de vous dire ça, on ne va pas passer une présidentielle à faire des cours comparatifs de communication. C'est le jeu pas de communication, mais d'hommes et de candidats. Mais prenons un exemple. En tout cas, il a la même stratégie que vous. Demandez-moi, madame, mais c'est vous qui êtes l'observatrice, c'est pas moi. C'est pas à moi de me commenter. Je ne regarde pas mon nombril du matin au soir. Écoutez-moi. Monsieur Macron, par exemple, fait partie des gens qui ont imaginé l'ouverture des magasins le dimanche. Monsieur Macron pense qu'il faut ubériser la société. Il a le droit de le penser, à lui de l'expliquer. Je suis contre l'ubérisation de la société, je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche, je suis pour le SMIC revalorisé, il est contre, je suis pour l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, il est contre. Voilà des sujets, pas comparer ma cravate et la sienne, ma stratégie de communication. J'en ai pas de stratégie de communication, et si j'en ai une, je ne vous le dirai pas, car elle est bien préparée, croyez-moi. Emmanuel Macron, c'est aussi un visage neuf, un visage jeune. On sent un vent de renouveau. La primaire de la droite l'a montré. Comment vous voulez dire que la primaire de la droite a fait souffler un vent de renouveau avec quelqu'un qui a été Premier ministre 5 ou 6 fois ministre dans les précédents gouvernements et qui termine avec une politique... Il n'était pas candidat en 2012. Vous étiez candidat en 2012. Comment on lutte contre ce vent de nouvelles têtes ? Écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas changer ma tête, je ne peux pas changer mon âge, et figurez-vous que j'en suis assez content. Parce qu'il me donne une expérience qui me permet de faire des propositions dont je sais qu'elles marquent. Tandis que vous, qui devriez être là à essayer de faire le bilan du passé, vous demandez pourquoi depuis 20 ans, vous et vos confrères, vous psalmodiez les mêmes recettes comme étant indépassables de l'économie. Et voilà maintenant qu'on a un chômage de masse, qu'on a 9 millions de pauvres dans le pays, et vous continuez imperturbablement à ou ne pas parler des sujets, ou à ne pas aborder le fond de ces questions. On va parler de l'Europe. Non, madame, attendez. Je ne veux pas qu'on dise que je refuse quoi que ce soit. Posez-moi votre question. À quoi voulez-vous que je vous réponde ? Plein de questions, mais on va parler de l'Europe. On va parler de l'Europe parce que pour les besoins d'un documentaire qui va être diffusé en janvier sur France 3, qui vous est consacré, Gérard Miller vous a suivi dans une tournée européenne. Oui, j'ai vu ça. Comme il me l'explique dans le hall de son hôtel, Jean-Luc Mélenchon rêve que toute l'Europe devienne insoumise, ce qui suppose d'abord de refuser l'hégémonie allemande. D'où le récit cocasse qu'il me fait juste avant de se mettre en route vers le Parlement. Madame Merkel invite François Hollande. François Hollande, la caricature de lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien à l'histoire, que ça n'intéresse pas et qui prend tout à la blague. Et donc elle l'invite sur un bateau en Poméranie. Bon, alors l'autre, la Poméranie, ça lui dit rien. Donc il est là sur le bateau. Et quand il monte sur le bateau, il y a un type qui s'amène et qui lui offre un tonnelet de hareng de Bismarck. Bon,
un Français, on ne lui offre pas un truc qui s'appelle Bismarck, parce que Bismarck nous a envahis, il faudrait peut-être s'en rappeler, quoi, quand même. Bon. Mélenchon est l'art du récit. Parce qu'il a le sens de la formule et aussi de l'image, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il raconte. Mais pour l'heure, au Parlement danois, ce n'était pas ce talent de fabuliste qu'il exploitait. Il est heureux que ce processus que nous avons commencé s'enracine. Après Copenhague, sans doute, nous retrouverons-nous à Rome. Pourquoi est-ce si important? Celui qu'il voulait incarner devant la gauche européenne, ce n'était pas le conteur, mais l'homme d'État, l'ancien ministre, et pourquoi pas le futur président. Et en le voyant justement aussi posé, aussi présidentiel, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'un des slogans de sa campagne « Je vote, il dégage », slogan qui semblait à milieu de cette pondération et qui s'était imposé pendant l'été quand ses partisans avaient sillonné la France en caravane. Je vote, il dégage, sortons les sortants. On sent qu'en Autriche, en Italie, en Europe, il y a un fort mouvement. Ça peut conduire peut-être à l'extrême droite en Autriche, à Beppe Grillo en Italie. Vous, c'est un mouvement qui vous inquiète ou sur lequel vous surfez? Ben, je suis obligé de le constater comme tout le monde, et j'en comprends la racine. La racine, c'est que les peuples d'Europe, ce n'est pas une nouveauté, ceux d'Amérique latine en avaient fait autant, ne supportent plus la politique qui leur est imposée. Et qui est une politique, on appelle ça d'austérité, c'est-à-dire l'État ne joue plus aucun rôle, le marché fonctionne à plein, c'est-à-dire écrase les salaires et anéantit la vie des gens et leurs conquêtes et leurs acquis sociaux. Et c'est cette vie-là que les gens ne supportent plus. Oui, mais ils se tournent vers l'extrême droite ou vers Beppe Grillo? Eh bien, ça dépend des pays, parce que oui, mais là, en l'occurrence, ceux qui sont aujourd'hui en train de voter. Si vous faites les réponses... Non, mais ceux qui sont en train de voter aujourd'hui. Je suis en train de vous dire qu'en effet, ce mouvement populaire peut aller aussi bien à l'extrême droite qu'il peut aller dans un sens où il fait dégager les anciennes élites et rétablit ses droits sociaux. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était à 2 doigts d'y arriver en Espagne. Bon, on n'y est pas parvenu, mais vous avez raison, en Autriche. Mais pourquoi en Autriche, mes amis? Mais réfléchissez. Que s'est-il passé en Autriche? Le Parti socialiste autrichien, seule force de gauche, dirigeait avec la droite. Les gens n'ont donc zéro espace en dehors de ce qui a, de la seule politique qui est pratiquée par le Parti socialiste en alliance avec la droite. C'est le cas en Allemagne. En Italie, ça a été le cas de Matteo Renzi, que tout le monde a admiré. Il appliquait une politique de droite. Eh bien, lorsque les gouvernements de gauche, entre guillemets, font des politiques de droite, la sortie se trouve, en général, vers l'extrême droite. Vous devriez plutôt saluer le fait que, pour ma part, j'aurais réussi en France, avec mes amis, à du moins offrir une alternative. Après, les Français feront bien ce qu'ils veulent. En France, vos amis, le Parti communiste, la base du Parti communiste vient d'apporter son soutien à votre candidature. Est-ce que vous avez appelé Pierre Laurent après ce vote? Nous allons nous voir bientôt. Ce qui est le plus important, c'est qu'en effet, comme vous venez de le dire, c'est la base communiste qui a fait un choix. Moi, je n'en doutais pas. Tous les renforts sont les bienvenus. Pour autant, vous avez bien compris que je ne suis pas le candidat d'un parti et que pour moi, d'ailleurs cette semaine aussi, je vous prie de le remarquer, il y a eu un groupe d'écologistes avec un député qui vient de mon côté. Bon, il y a une amorce de rassemblement qui se fait. Mais pour la campagne, pas de place pour des communistes dans votre dispositif de campagne? Bien sûr que si. S'ils veulent participer au dispositif de campagne, ils y seront les bienvenus. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé d'avoir leur propre organisation, leur propre discours. Eh bien, soit, qu'ils fassent comme ils l'entendent. Il y a un grand changement par rapport à votre campagne de 2012, c'est que vous êtes devenu écologiste. Est-ce que c'est l'affaiblissement des Verts qui vous a converti? Du tout. J'ai des pensées plus nobles que celles qui sont exclusivement politiciennes. C'est que vous m'aurez mal écouté en 2012, car je défendais déjà la planification écologique. Ensuite, j'ai eu le temps d'écrire un livre comme L'ère du peuple, où je montre comment, en réalité, le problème numéro 1, la contradiction numéro 1 de notre temps, c'est la prédation que les êtres humains exercent sur la nature qui conduit à une catastrophe. Et si bien qu'en partant de ce problème, on peut résoudre les autres problèmes. C'est parce qu'on va résoudre le problème écologique qu'on va résoudre le problème social, parce qu'il faudra des millions d'emplois pour transiter. Allez, continuons le catalogue des personnalités. Non, c'est quelqu'un que vous appréciez, n'importe quelle personnalité qui, paraît-il, s'intéresse à votre candidature. Mais personne n'est n'importe quelle personnalité. Allez-y. Vous lui parlez? Vous espérez son soutien? Ce sont des relations personnelles très stimulantes. J'apprends beaucoup en le voyant et il n'a pas l'intention de s'engager pour tel ou tel candidat. Voilà. Mais l'essentiel pour moi, c'est ce que je peux apprendre de lui. Et je rencontre beaucoup d'écologues dans mes parcours. Par exemple, lorsque Jean-Marie Brome passe une soirée avec moi, on n'en parle pas dans les journaux, mais c'est on va mettre des guillemets, des papes de l'antinucléaire et un savant de très haut niveau. Bon, voilà, j'en rencontre beaucoup, nous parlons beaucoup. Pourquoi? Parce que
je veux que la transition énergétique, nous puissions la faire. Il ne suffit pas de dire on va sortir du nucléaire, je ne vais pas appuyer sur un bouton pour en sortir, il y en a pour 20 ans pour en sortir. Mais il faut être capable de mettre en place un nouveau mécanisme de production d'énergie qui soit compatible avec l'écosystème. Et c'est donc voilà. ça demande beaucoup de travail et de En tout réflexion. cas, un nouveau modèle qu'il faut écrire. Merci Cécile. Voilà pour l'environnement. On va parler Merci. du modèle social. Les Français, ils tiennent à ce modèle social. Ils ne veulent pas d'un modèle réduit. Et à l'heure du bilan, on retient des réformes qu'a lancé le gouvernement. Par exemple, on va y revenir sur certaines réformes, mais revenons sur le système social en France, oui. qui date de la fin de la guerre. Aujourd'hui, vous parliez d'ubérisation de l'économie. Est-ce qu'il est encore adapté à cette économie-là? Mais bien sûr, si quelqu'un inventait aujourd'hui l'esclavage, il aurait pendant un temps un avantage comparatif. Les ouvriers ne coûteraient rien. Il faudrait juste les nourrir. Et le moins serait le mieux. Hein. Mais très rapidement, on verrait qu'on ne peut pas faire vivre une société sur cette base. L'ubérisation permet momentanément à certaines personnes de s'en sortir et on ne va pas leur jeter la pierre. Mais au prix d'un désastre social. Donc, il faut que la loi protège. Voilà à quoi sert la loi. C'est-à-dire, il faut interdire, par exemple, les taxis Uber. Comment on fait Il y a plein de moyens d'avancer. Ce n'est pas parce qu'on fait le taxi Uber. Ce qui nous fascine tous, c'est que c'est vite fait grâce à la plateforme. Mais il n'y a rien qui empêche qu'il y ait des droits sociaux derrière une plateforme. Pourquoi quelqu'un qui serait convoqué par une plateforme n'aurait pas droit à la sécurité sociale, n'aurait pas droit à la retraite? Pourquoi sa paye serait-elle versée à partir de l'étranger? Pourquoi son statut social serait celui qui est dans un paradis fiscal? Vous comprenez? Bien sûr, notre modèle, il repose aussi sur les services publics. François Fillon veut supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas cependant matière, pour reprendre une autre expression, à dégraisser le mammouth? Ou alors à réorganiser la fonction publique? En mettre moins à certains endroits? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est encore une dialectique insupportable. Soit on trouverait tout bien, et je serais obligé de dire c'est parfait, soit il faut tout détruire. Mais est-ce qu'on peut réorganiser? Ce que propose M. Fillon, c'est de tout détruire. Parce qu'avec 500 000 ou 600 000 fonctionnaires de moins, on détruit l'État. Est-ce que vous êtes conscient du fait qu'il y a moins de fonctionnaires qu'il y en a eu à une époque où on a été moins nombreux? Nous sommes plus nombreux. Est-ce que vous voulez bien considérer qu'un fonctionnaire ou un agent du service public, soit de la fonction publique hospitalière, soit de la fonction publique territoriale ou nationale, remplit un service qui rend service à des gens? Ça coûte moins cher le service public que n'importe quel service. Mais il n'y a pas des endroits où on pourrait avoir moins de fonctionnaires pour en mettre plus ailleurs, par exemple? Et voilà. Bon. Non, ce n'est pas la priorité. Mais monsieur, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de s'apercevoir qu'il y a des infirmiers, des infirmières et un personnel médical à bout de souffle. Ça va s'écrouler si vous continuez comme ça. Qu'il manque d'enseignants partout, contrairement à ce que raconte le gouvernement du PS. Et ainsi de suite. Il faut au contraire donner du tonus à l'État. Alors qu'ici ou là, il faille bien sûr revoir les missions. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est un fonctionnaire? Quelqu'un qui ne s'adapte pas, qui n'a pas lui-même un téléphone portable, qui ne sait pas ce qu'est une tablette? Les fonctionnaires sont... Et tous les agents du service public sont des gens pleins d'allant et de science. Il faut renforcer l'État. Vous m'entendez? J'entends. Si je suis le président de la République, l'État sera fort. Il ne sera pas sans cesse dénigré au profit de services privés qui coûtent plus cher. Monsieur, la concurrence fait que ça coûte plus cher que le service public. On en parle en ce moment des obsèques de Fidel Castro. Ségolène Royal représente la France aux cérémonies. Que les grands sujets, hein, surtout. Elle a défendu le bilan de l'ancien chef cubain en disant qu'il était un monument de l'histoire, que grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Il y a eu beaucoup, depuis qu'elle a dit ça, beaucoup de critiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit là? Écoutez, peut-être que ça rétablit l'équilibre. Pourquoi y a-t-il eu tant de haine contre cette petite île, sa population et son leader politique? Un homme que les États-Unis d'Amérique ont essayé d'assassiner 600 fois. Tout à l'heure, vous montriez une image d'Abu Dhabi. Personne n'a rien à dire dans ce pays sur Abu Dhabi. Régime parfait qui nous convient, et il est normal qu'on aille le visiter en lui faisant toutes sortes de bonnes grâces. Il y a peu de temps, il y avait des funérailles de Bin al-Saoud, le roi de l'Arabie Saoudite. Tous les chefs d'État y étaient. Quelqu'un a protesté contre un homme qui faisait fouetter, amputer et réprimer la liberté. Vous soutenez, mais je crois avoir répondu assez clairement pour que tout le monde le comprenne. On a entendu quelqu'un mettre en cause cette île de Cuba, qui, moi, je veux redire ma gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour toute l'Amérique latine. Et Fidel Castro mérite mieux que cet opprobre qui lui est fait continuellement contre lui. Car il a apporté beaucoup de choses. Naturellement, son bilan, comme celui de tout être humain, est contrasté. Mais je trouve insupportable cette hargne qu'il y a contre lui. Et pour le coup, je dis merci à Ségolène Royal d'avoir, en forçant un peu le trait, rétabli un petit peu d'équilibre. Je voudrais qu'on revienne aux choses françaises et à une proposition qui est dans votre livre que j'aimerais que vous précisiez. Vous dites
Les niches fiscales, il va falloir tout remettre à plat. Mais vous ne dites pas lesquelles et où. Quelle est celle qu'il faut supprimer en priorité? D'abord, je rassure tout le monde, il y aura des livrets correspondant à chaque partie du programme. On a fait une préparation collective, maintenant on passe au livret, et ensuite il y aura des ateliers législatifs où les gens vont être appelés à écrire la loi. Oui, alors il y a beaucoup de niches fiscales, heureusement qu'on ne les a pas toutes mises dans le livre, parce que sinon il n'aurait pas valu que 3 euros. Quelle est celle qu'il faut supprimer en premier? Alors écoutez, je vais être déjà sympa, je ne vais pas envisager la niche fiscale qui permet aux journalistes de payer moins d'impôts que les autres, puisque vous avez droit à un abattement. Je vais en prendre une autre qui nous profitera à tous. Voilà. Quand vous avez une assurance vie, eh bien, si l'argent que vous avez mis dans l'assurance vie est investi en France, il bénéficie d'une faveur fiscale. Alors là, vous êtes d'accord. Mais si vous l'investissez ailleurs, il bénéficie aussi d'une faveur fiscale. Eh bien moi, je propose qu'on retire l'avantage fiscal pour chaque euro qui est investi à l'extérieur du pays, et qu'on le maintienne pour celui qui a investi à l'intérieur du pays. Je sais que certains de mes amis n'aiment pas cet avantage fiscal, même à l'intérieur du pays. Mais écoutez-moi, il y a 1500 milliards d'euros dans l'assurance vie. 1500 milliards. Si vous décidez que l'euro qui est investi à l'extérieur n'a plus son avantage fiscal, écoutez-moi bien, combien ça fait? Il y a 750 milliards. 1 euro sur 2 est investi à l'extérieur. Ça fait maintenant 5 ans que je dis, si cet euro-là était taxé comme le reste, il reviendrait en France. Écoutez-moi bien, ça donne 750 milliards qui seraient investis dans l'économie française. Donc ce serait une niche fiscale. Alors vous et moi, on peut rentrer, on fait plus. Et c'est la niche fiscale que vous enlèveriez. Parce qu'il y aura une expansion formidable. Or, il y a besoin d'argent pour faire la transition énergétique et passer à un modèle économique écologiquement soutenable. On arrive à la fin de cette émission. Et le moment de l'instantané, la photo qu'on demande à l'invité qui vient, qui nous livre sa photo telle qu'il l'a faite. Alors expliquez-nous. Alors, on a fait un meeting à Bordeaux, comme tout le monde le sait. Je n'ai pas assez d'argent pour louer des grandes salles. Et celle-ci faisait 1200, 300 personnes. Et plein de gens sont arrivés, notamment en avance. Et vous voyez là, les gens qui sont dehors, il y en a de tous âges, mais il y a surtout les jeunes parce qu'ils arrivent toujours en retard. Mais ils ont été, j'ai trouvé, tellement conscients. D'abord, ça prouve qu'ils s'intéressent à la politique. Deuxièmement, leur rassemblement n'était pas... Je suis sorti pour leur poser la question. J'ai dit, on ne vient pas là pour moi, on vient pour une idée. Ils ont éclaté en applaudissements. Et ils ont été très courageux parce qu'ils ont fait la démonstration. Ils sont restés 2 heures. Vous savez que je suis interminable dans la parole et dans le froid. Et je veux leur dire mon affection et mon admiration pour cette patience qu'ils ont eue, dont peut-être moi, je n'aurais pas été capable. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique.